Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Ray McGovern est avec nous. Bienvenue à nouveau, Ray. Merci Nima, ravi d'être avec vous. Ray, je voudrais commencer par la situation entre l'Iran et les États-Unis. Hier, c'était la date limite pour le cessez-le-feu, et Donald Trump essayait de forcer les négociateurs iraniens à se rendre à Islamabad. Mais ça a échoué, parce que l'Iran ne voit pas les négociations aller dans un sens qui leur soit favorable, et ils ne pensent pas que quoi que ce soit de bon puisse en sortir, vu le chaos actuel au Moyen-Orient. Nous avons entendu le président du Parlement iranien, Kalibaf. Il a déclaré qu'avant d'entamer des négociations, il fallait d'abord mettre fin à ce blocus. Et pas seulement ça, la guerre sur tous les fronts doit aussi cesser. Quelle est votre lecture de la situation? Donald Trump parle de dimanche comme d'une nouvelle date limite pour les Iraniens, et on sait que d'ici dimanche, le porte-avions George H.W. Bush sera dans la région. C'est pour ça qu'il parle d'un délai de 3 à 5 jours. Quelle est, selon vous, la situation actuelle? Eh bien, Nima, je crois que la dernière petite info ainsi que la dernière échéance viennent des médias israéliens. J'ai raison, non? Vous avez raison. Ah, eh bien, je me demande d'abord comment ils sont au courant. Franchement, bonjour quoi. Toute cette affaire est menée par Israël. Vous avez mentionné le président du Parlement, qui est le principal négociateur. Et vous savez, j'aimerais citer quelque chose qu'il a dit il y a 3 ou 4 jours. Voici ces mots. Je cite, « Le gouvernement américain prétend que l'Amérique d'abord est ce qui compte le plus pour lui. Mais en réalité, il a montré que c'est Israël d'abord, qui guide vraiment sa politique. Parce que le gouvernement américain prend ses décisions sur la base de fausses informations venues d'Israël. » Fin de citation. Eh bien, maintenant, mon Dieu, les gens pourraient être tentés de se dire, si on diffusait ça dans les grands médias, « Oh là là, comment peut-on croire les Iraniens, bon sang ?» Mais vous n'avez pas besoin de croire les Iraniens. Je vais le redire une fois de plus, c'est une affaire claire et nette. Il n'a jamais été aussi évident de voir qui dirige notre politique, qui nous a façonnés, qui nous a entraînés dans cette guerre en Iran. Parce que notre secrétaire d'État, Marco Rubio, qui était aussi le conseiller à la sécurité nationale, autrement dit, le type qui choisit ce que le président lit, d'accord? Eh bien, il a déclaré, juste 2 jours après l'attaque du 28 février, je ne veux pas le reformuler, voici exactement ce qu'il a dit, selon Reuters. Nous savions qu'il y aurait une action israélienne. Nous savions que cela provoquerait une riposte contre les forces iraniennes. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent leurs frappes, nous subirions des pertes beaucoup plus lourdes. Et donc, on a fait ce qu'on a fait. Allô, si on regarde ces phrases de près, de quoi ce type est-il en train d'avouer exactement? Il y a une vidéo sur Reuters qui montre encore ça. Elle n'a pas été retirée du site, je l'ai revue juste avant qu'on commence. On y entend aussi Rubio dire, je cite, « Saviez-vous que le régime terroriste iranien a potentiellement la capacité de couper 20% de l'énergie mondiale? C'est le levier qu'ils ont grâce au détroit d'Ormuz. Mais c'est leur marine, et nous sommes en train de détruire leur marine. » Fin de citation. Et là, je me dis, mais non, ils ne peuvent pas. C'est le corps des gardiens de la Révolution. C'est intégré dans les falaises, de l'artillerie, ou peu importe comment on appelle ça, des lance-roquettes. Voilà le genre de naïveté qui non seulement conseille Trump, mais qui ne cache même pas que tout ça tourne autour d'Israël. Ce sont eux qui ont scaled one. C'est une belle expression, non? On a décidé d'y aller, de les attaquer de front, les Iraniens. Voilà le genre de conseil que Trump reçoit. Et quand il a imposé cet embargo,
ou peu importe comment on l'appelle maintenant, c'était après avoir pris la décision raisonnable de repousser le délai qu'il avait fixé à l'époque. Je ne me souviens plus lequel, mais c'était pour montrer sa force. Et qui lui a dit de faire ça? Probablement ce type, Rubio, ou peut-être même Netanyahou lui-même. Ils sont, vous savez, très proches. Et bien sûr, Kushner, le gendre de Trump, prêtait son lit à Netanyahou quand celui-ci rendait visite à son père, condamné pour plusieurs affaires de corruption. Il est maintenant, je crois, notre ambassadeur à Paris. Mon Dieu, on ne pourrait pas inventer une histoire pareille. Même dans un roman, personne n'y croirait. Ray, je pense que Donald Trump... Enfin, j'aimerais qu'on se concentre un instant sur ce qui se passe au Moyen-Orient, vu les enjeux régionaux. Mais revenons aux États-Unis, parce que selon moi, c'est essentiel quand on parle de politique intérieure, la façon dont la politique intérieure fonctionne pour Donald Trump. Et on a appris hier que Tulsi Gabbard allait quitter l'administration. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? What does that mean to you? I hadn't seen that, Nima, but I trust you implicitly. That means that she's finally decided that she can't have any impact among the people like Rubio and Hegseth. I think she was, I guess to her credit, if she thought that she could influence things, she was better hanging around than just being gone and have some clunk come in of the Rubio strife or the Hegseth strife. Donc j'imagine qu'elle en a eu ras-le-bol. Pour moi, à première vue, ça veut dire que la Maison-Blanche était au courant. Par la Maison-Blanche. Oui, ils ont indiqué que Tulsi Gabbard a jusqu'aux élections de mi-mandat pour démissionner. C'est un porte-parole de la Maison-Blanche. On dirait bien oui. Il est dit que la Maison-Blanche l'a annoncé. Oui. D'accord. Oui, ça c'est sûr. J'ai juste raté ça. J'étais en train de faire un discours hier soir. J'ai pas encore eu le temps de me remettre à jour. Donc oui, je pense que ce n'est pas bon signe. Je veux dire, Tulsi elle aurait dû démissionner quand l'un de ses adjoints, Joe Kent, l'a fait. C'est vraiment remarquable. C'est la démission de principe la plus importante d'un officier du renseignement depuis Platon ou Socrate. Voilà. Et j'ai aussi son témoignage parce que je pense que ce que Joe Kent a fait est tout simplement exceptionnel. Il faut se souvenir de ça. C'était la veille du jour où Tulsi Gabbard devait témoigner sur ordre du Congrès lors du briefing annuel sur les menaces. Et là, un des sénateurs le plus jeune, celui de Géorgie, lui a dit « Bon, Tulsi, c'est le briefing annuel sur les menaces. Est-ce qu'il y avait une menace imminente? Est-ce pour ça qu'on a attaqué l'Iran? » Et elle répond « Eh bien, je ne peux pas vraiment le dire parce que c'est un... Attendez, laissez-moi reformuler ça. Désolé pour ça, je pensais l'avoir éteint. Je ne peux pas le dire, parce que le président est la seule personne, la seule au monde, qui puisse affirmer qu'il s'agit d'une menace imminente. Le fait est que Joe Kent avait vu venir la situation, et il a dit « Ok, je vais démissionner. Je vais démissionner avec toi, sans précaution, juste dire que je pars et pourquoi je pars. » Il a décidé d'écrire une lettre au président qu'il adorait, qu'il trouvait absolument formidable. D'accord? Et dans cette lettre, la veille du témoignage de Tulsi, Joe Kent a écrit à Trump, je cite presque mot pour mot, « En toute conscience, je dois démissionner. Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir l'attaque contre l'Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente. » Nous avons commencé cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américano-israélien. Eh bien, pas étonnant qu'il se soit jeté sur lui dès le lendemain en disant qu'il faisait l'objet d'une enquête du FBI et tout ce genre de choses. Il l'a dit clairement, « Je démissionne, et voilà pourquoi. » On n'entend jamais ça, surtout quand il s'agit d'Israël. C'était le 17 mars.
Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la Saint-Patrick. Je crois que Saint Patrick a soufflé à l'oreille de Kent. Allez, dis la vérité, pour une fois. Blague à part, 2 semaines plus tard, le 31 mars, voici ce que Kent a déclaré. Pendant que tous ces accords de paix étaient en discussion, je cite, « Pour qu'un accord de paix fonctionne, il faut d'abord contenir Israël. » Israël fera échouer tout accord de paix, à moins qu'on lui retire l'aide militaire dont il a besoin pour attaquer l'Iran. Franchement, il faut le dire, ce type a du cran. Il met le doigt sur le vrai problème. Et même si la presse essaye plus ou moins d'étouffer ça, toi et moi, on ne le fait pas. Et n'importe quel Américain peut lire ça et se dire « Regardez, ce que Gallup a dit, ce n'est pas seulement ce que Rubio et Joe Kent ont déjà souligné, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est juste que maintenant, les gens commencent à s'en rendre compte. » Et l'autre bonne nouvelle, c'est la position d'Israël aux États-Unis auprès du public. On a un sondage Pew là-dessus. Je crois que je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine de le redire. 60% des Américains dans l'ensemble ont aujourd'hui une opinion défavorable d'Israël. Netanyahou, c'est un peu mieux, enfin à peine, 59%. Netanyahou est un imbécile, d'accord? Enfin, pas un imbécile, mais une vraie source d'ennui. C'est un changement radical. Et quand on parle des jeunes électeurs ou des gens plus informés, ils sont de plus en plus nombreux à regarder des émissions comme la tienne, Nima ou d'autres. Donc, ce n'est pas du tout ce que Netanyahou avait prévu. Maintenant, on est un peu dans une impasse, un bourbier. Et si Trump a ajouté ce blocus supplémentaire, ou cette opération maritime, peu importe comment il l'appelle, parce que Netanyahou lui a dit « Non, il faut montrer ta force maintenant. Si tu vas rater la prochaine échéance, il faut prouver ce que tu sais faire. Et franchement, tu peux faire ça avec 2 bateaux dans l'océan Indien. Faut pas exagérer. » Je pense qu'avec le temps, la marine américaine dira à Rubio et à Hegseth, « Écoutez, on ne peut pas vraiment faire appliquer ça. L'océan est immense. Si on regarde la carte, enfin, c'est vraiment un très grand océan. Et si on monte à bord d'un navire battant pavillon chinois, on ne sait pas ce qui peut se passer, parce qu'il y a aussi des navires de guerre chinois qui se dirigent dans cette direction. Rappelez-vous, ce porte-conteneur qui essayait de revenir au port en Iran, pas en passant par le détroit, mais simplement pour retourner à Bandar Abbas, je crois. Souvenez-vous, il revenait de Chine, chargé de marchandises chinoises, j'imagine, un porte-conteneur. Mais c'était une opération chinoise qui avait traversé le détroit de Malacca. Et puis bien sûr, il y a autre chose. Certaines personnes commencent maintenant à réfléchir à ces différents détroits. Si l'Iran peut faire ça dans le détroit d'Ormuz, qui pourrait le faire dans le détroit de Malacca? Les Chinois sont extrêmement sensibles à cette question parce que c'est leur principale voie d'approvisionnement, non seulement pour le pétrole iranien, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Tout ça s'est transformé en un problème mondial. Et des gens comme Hegseth ou Rubio ne sont pas vraiment préparés à gérer ce genre de situation. Et ça, je pense, ajouté à Netanyahou, c'est la raison pour laquelle on est dans ce pétrin. J'espère encore qu'on pourra s'en sortir quand il deviendra évident que non seulement les Pakistanais se sentent trahis, mais que le reste du monde aussi se sent trahi à cause de l'impact inévitable sur le prix de l'essence, du gaz naturel et du pétrole. Ça dure depuis des mois, c'était inévitable et il faut que ça s'arrête, et vite. Ray, dernière minute. La Somalie vient d'annoncer l'interdiction de passage de tous les navires israéliens par le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge. La Somalie, ce n'est plus le Yémen. On est en train de perdre nos alliés. La Somalie faisait partie de cette liste de 7 pays qu'on comptait plus ou moins prendre en main. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. C'est la tendance.
toutes sortes d'anciens alliés quittent le navire, d'accord? Certains comme des rats, d'autres simplement parce qu'ils sont lucides. L'Europe est dans un sale état. L'OTAN, c'est fini. L'OTAN n'est plus une organisation viable. Personne ne peut compter sur Trump pour venir sauver un Estonien un peu fou qui tirerait un missile sur Saint-Pétersbourg, bon sang. Le monde a vraiment changé, et de façon marquée. Et bien sûr, avec la Russie et la Chine plus unies que jamais et vraiment alignées sur l'Iran, elles ne laisseront pas l'Iran perdre. Pour l'instant, elles font preuve de clairvoyance. Elles restent prudentes et mesurées, comme toujours. Mais si on les pousse à devoir défendre l'Iran avec plus que des armes, du matériel et du renseignement, il y a de fortes chances qu'ils le fassent. Et pour le faire, ils ont plein d'options. Ils peuvent agir dans la Baltique, en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan. Je ne pense pas que ce soit probable pour le moment, mais c'est justement le genre de choses dont Hegseth, Rubio et les autres n'ont sans doute pas la moindre idée. Et je cite juste cet exemple que j'ai relevé, j'ai tout regardé à nouveau. Voilà Rubio qui explique, en gros, qu'Israël nous a forcés à le faire. Ils ont bougé, et nous, de toute façon, on y allait. Alors à la fin, encore une fois, je me dis, vous voyez, ils ont la capacité d'interrompre 20% de l'énergie mondiale. C'est pour ça qu'on détruit leur marine. C'est fou! Regardez où on en est aujourd'hui. Quelques autres navires ont été abordés. La situation devient vraiment incertaine et franchement dangereuse. Mais je pense que notre armée, que ce soit le chef d'état-major qui semble être un vrai fantôme, ou l'état-major lui-même, dit en gros, écoutez, vous voulez une guerre plus large. On peut le faire, mais on pourrait la perdre. Vous voulez vraiment perdre une guerre plus large. Alors j'espère qu'il y a encore assez de solidité ou de courage chez ces gens qui finissent par atteindre le sommet et décrocher leurs 4 étoiles. J'espère qu'ils pourront simplement dire, écoutez, non seulement on ne va pas vous laisser jouer avec les codes nucléaires, Monsieur le Président, mais est-ce que vous pourriez aller dans la pièce d'à côté pendant qu'on règle ça et ensuite on vous dira quelle est la meilleure marche à suivre. Je crois qu'on en est là. J'espère vraiment que c'est le cas. J'aimerais être plus sûr de cet espoir. Ray, tu sais que le soutien que Donald Trump reçoit du Parti républicain est en train de diminuer en ce moment même. Et l'une des principales raisons, c'est ce dont parle Tucker Carlson. Megyn Kelly, récemment, elle n'est pas contente de la situation, ni de la façon dont l'administration Trump gère la politique étrangère des États-Unis. Et il y a beaucoup de gens dans le mouvement MAGA, parmi ces influenceurs qui ont été si importants pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et eux, ils s'expriment en ce moment. Ils disent simplement, ce n'est pas comme ça qu'on voulait que la politique étrangère des États-Unis soit menée. L'un d'eux, c'est Tucker Carlson. Voilà ce qu'il a dit, Ray. Et aujourd'hui, c'est mon plus grand regret. Je regrette d'avoir contribué à le remettre au pouvoir. À l'époque, je croyais à ses promesses. Je pensais qu'il se battait pour nous. Mais avec le recul, ça ressemble à une trahison. Je serai longtemps tourmentée par le fait d'avoir joué un rôle dans l'élection de Trump. Et je veux dire que je suis désolée d'avoir induit des gens en erreur. C'est ça le plus difficile. Avoir l'impression qu'on avait besoin de nous pour les votes, mais qu'on ne comptait plus après. Il parle de force, de loyauté et de mettre le pays en premier. Mais quand on regarde de près, c'est évident qu'il passe avant tout ses propres intérêts, son image et ses alliances au-delà de nos frontières. Pendant ce temps, ceux d'entre nous qui ont cru en lui, qui se sont déplacés, qui ont voté, c'est nous qui devons maintenant gérer les conséquences. J'en ai fini de faire semblant. Le soutenir, c'était une erreur. Et je sais que de plus en plus de gens commencent à arriver à la même conclusion. Parce que pendant que les Américains ordinaires galèrent,
Les loyers augmentent, les prix de la nourriture grimpent, les soins de santé deviennent de plus en plus inaccessibles. Notre argent public continue de partir à l'étranger. Des milliards dépensés dans des conflits extérieurs, alors que des familles ici essayent juste de s'en sortir. Ce n'est pas ça l'Amérique d'abord. Ça donne plutôt l'impression d'une Amérique laissée pour compte. Qu'est-ce que c'est, Ray? Et est-ce que c'est important pour Donald Trump? Tu penses que quand il entend quelque chose comme ça venant de Tucker Carlson, comment il le prend? Does he find it? If he's in sane mind, and that's a major. S'il est dans son bon sens, et c'est une vraie question sérieusement, il doit voir ça comme un signal dangereux. Et Charlie Kirk, alors? Et tous ces gens-là? Tucker, lui, je l'admire beaucoup. On pourrait prendre ça à la légère. J'ai vu un dessin aujourd'hui. Tucker avec une grande plume noire qui sortait de la bouche, et la légende disait « Je crois que c'est une plume de corbeau, non ?» Autrement dit, Tucker ravale sa fierté. Eh bien, tant mieux s'il le reconnaît. Parce que franchement, il y a eu des promesses trahies. Et quand on voit contre qui Trump se présentait, on comprend encore mieux. Moi, je n'aurais jamais pu voter pour lui, mais c'était pour des raisons intérieures. J'étais pas dupe sur le reste. Mais vous savez, dans ma manière de voir les choses, on s'occupe des pauvres, on s'occupe de la veuve, de l'orphelin, du réfugié. You take care of the widow, the orphan, the refugee. No human being, in my view, can be illegal. À mes yeux, aucun être humain ne peut être illégal. Mes parents l'étaient, soi-disant, quand ils sont arrivés. Enfin, pas vraiment, parce qu'ils étaient irlandais, et pas tellement juifs d'ailleurs, vous voyez. Donc il s'est passé toutes sortes de choses. J'étais contre lui à cause de ce qu'il avait à l'intérieur, et parce que je savais qu'il se pliait à la classe Epstein, à ceux qui le contrôlaient, et à Israël. Mais je pouvais comprendre que d'autres voient les choses autrement. Certains de mes collègues les plus proches l'admettent, Scott Ritter, Larry Johnson et d'autres. Ils pensaient tous pouvoir le croire quand il disait « Plus de guerre sans fin, je vais me tenir debout, vous voyez. » Eh bien, il s'avère qu'il est encore pire que Biden sur la question d'Israël. Et Biden déjà, c'est assez grave. Il tolère, il arme, il facilite un génocide, bon sang, la famine forcée, tout terroriste. Mais voilà Trump qui refait toutes ces mêmes choses et qui en plus déclenche une guerre ou laisse faire Israël dans sa guerre contre l'Iran. Et il s'en vante. Aucun président avant moi, dit-il, n'a jamais été aussi lié à Netanyahou ou à Ariel Sharon que je le suis. Alors bien sûr, je repose la question, qu'est-ce qui explique ce lien si fort? Et je pense que c'est l'affaire Epstein. Je n'en ai pas de preuves formelles, mais la logique me pousse à croire que Netanyahou détient les enregistrements, les vidéos avec des mineurs, et tout ce dossier Shamir que le ministère de la Justice chez nous a réussi à étouffer jusqu'ici. Mais ces preuves existent. Et ça, ce serait la fin de Trump, personnellement. Et je crois qu'il place ses intérêts personnels avant tout. Pour lui, c'est d'abord Trump, ensuite Israël, et peut-être l'Amérique, si elle a de la chance. Ray, notre ami commun, Larry Johnson, a rapporté qu'hier, lors de la dernière réunion de sécurité, il y aurait eu une discussion sur l'éventuelle utilisation d'armes nucléaires et que Donald Trump aurait demandé les codes nucléaires. À ton avis, c'est à prendre au sérieux? On sent beaucoup de désespoir dans l'attitude de ce président, Donald Trump. Mais jusqu'où ça peut aller, selon toi? Eh bien, Nima, comme tu le sais, j'ai passé un demi-siècle à essayer de voir le monde à travers les yeux de ceux du Kremlin. Mon Dieu, s'il y a bien une chose qu'on peut dire sur la façon dont les Russes perçoivent les présidents américains, c'est qu'ils doivent être prévisibles. Voilà pourquoi, dès 2015-2016, je pouvais dire avec certitude que les Russes ne voudraient jamais que Trump gagne. Il est imprévisible, il est fou.
Ils auraient préféré Hillary Clinton, même si à leurs yeux, elle était insupportable, et ils le savaient très bien. Et tu sais, j'ai maintenant des preuves. Certains analystes de la CIA qui ont été désavoués par Brennan et les autres disaient exactement ce que je viens de dire. Mais non, non, il veut Trump et blablabla. Bref, disons que si ces histoires ont du fond, et j'ai appris à faire confiance à Larry Johnson sur ses sources, rien que le fait d'évoquer la question des codes nucléaires doit mettre le Kremlin dans tous ses états, en alerte maximale. La seule chose qui me rassure un peu, j'espère, c'est qu'il existe encore ce canal secret, non seulement entre Poutine et Trump, mais aussi avec notre armée. Ça, c'est nouveau. Je ne crois pas que ça existait sous Biden. Il y a peut-être là un mécanisme de sécurité. Mais bon, vu les signes que montre Trump, avec son comportement de narcissique à l'extrême, qui peut affirmer qu'il ne serait pas prêt à risquer une guerre majeure pour empêcher Netanyahou de sortir certaines vidéos que, selon moi, il détient. Ray, selon ta compréhension, avec la façon dont tu vois la situation au Moyen-Orient, tu penses qu'il est possible de mettre en place une sorte d'architecture de sécurité dans la région. Je parle de l'Asie de l'Ouest, entre l'Iran et les pays du CCG. Ou peut-être que non, parce qu'avec le temps, on a vu que Donald Trump, enfin, les États-Unis sous l'administration Trump, ne sont pas prêts à mettre Israël de côté, à envisager la région sans cette vision israélienne du Grand Israël. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ce Grand Israël. Ils veulent étendre leurs frontières. C'est leur principal objectif. C'est pour ça que je ne vois rien de bon arriver dans la région, tant qu'on reste dans cet état d'esprit. Mais selon toi, comment tout ça peut fonctionner avec la Russie et la Chine? Est-ce que ce serait possible d'arriver à une forme d'entente entre les pays de la région? Je pense que oui, ce sera possible à mon avis. Et ce n'est pas un discours d'optimiste naïf. Si on regarde le monde dans son ensemble, ce que les anciens soviétiques appelaient le rapport mondial des forces, eh bien, il s'est déplacé vers l'Est. Aujourd'hui, l'Iran est au cœur de tout ça. Ils doivent gérer des choses à l'Ouest, mais ils ont un soutien solide, non seulement de la Russie et de la Chine, mais aussi des autres pays des BRICS. L'Iran va s'en sortir. Le Grand Israël, lui, ne survivra pas. Alors pourquoi je crois ça? Comment il s'appelle déjà? Ghalibaf, le président du Parlement, le Majlis, comme on dit en Iran. Il a été très clair. Pour le dire simplement à ma manière, si l'Iran obtenait un bon accord, un accord avec Trump, et que Trump acceptait certaines choses, pourquoi diable voudrait-il inclure le Liban dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils se soucient du Liban, hein? Je veux dire, les monarchies arabes, elles n'en ont strictement rien à faire du Liban, de la Palestine, des Palestiniens ou même des autres Arabes. Faites vos affaires avec Trump et la clique des Epstein. Bon, il y a quand même un élément altruiste là-dedans, et c'est difficile à comprendre pour les Occidentaux, surtout quand on raisonne en termes de realpolitik. Mais quand le président de votre Parlement dit « Écoutez, nous avons insisté sur le Liban fait partie du cessez-le-feu. Autrement dit, nous nous soucions de ce qui arrive à ces gens au Liban, ceux que les Israéliens répriment. Vous voyez, on parle de l'arc ou de l'axe de la résistance, pas du terrorisme, pas du mal, de la résistance. Alors s'il vous plaît, Américains, essayez de comprendre ce que je veux dire. La résistance, non seulement elle est permise, mais elle est totalement légale. En 1967, quand Israël a pris le contrôle des territoires occupés, c'était en juin. En novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution 242 à l'unanimité, disant qu'Israël devait se retirer des territoires occupés. Bon, ils ont quitté le Sinaï parce que le Sinaï, au fond, n'avait pas tellement d'importance.
Mais qu'en est-il des autres territoires occupés? Et ils occupent quoi? Un tiers ou un quart du Liban, d'accord? La Palestine, Gaza, bon sang. Ce que McGovern découvre, c'est que certaines personnes peuvent vraiment rester fidèles à leurs principes. Et même si ça complique la conclusion d'un accord avec quelqu'un comme Trump, le Liban compte, d'accord? Le Liban compte parce que c'est une victime du même type d'agression de la part d'Israël. Israël ne sera pas autorisé à continuer ainsi. Nous avons assez de pouvoir pour bloquer les rues aussi longtemps qu'on le souhaite. Nous avons assez de pouvoir pour ça. Nous n'avons pas seulement une marine, mais toutes sortes de moyens pour semer le désordre dans le monde. Alors je dois dire, avec un certain étonnement, que pendant que les monarchies arabes et tout ça, enfin, vous le savez mieux que quiconque, les Iraniens ne sont pas des Arabes, mais ce sont des musulmans. Et ils se soucient des autres musulmans qui sont persécutés, que ce soit par des chiites ou par les puissants, par ce qu'on pourrait appeler la classe Epstein, si vous voulez. Donc ça va pas bien se terminer pour Israël. Voilà. Et prions tous à ce sujet. Autrement dit, si Netanyahou est d'une manière ou d'une autre empêché d'utiliser les armes nucléaires qu'il possède, pas une ou deux, mais plusieurs, pour frapper les grandes villes iraniennes, je pense qu'il sait très bien que ce serait vraiment l'option Samson. Cela voudrait dire qu'il périrait lui aussi, et tant pis pour lui. Mais bon sang, est-ce qu'on veut vraiment que ça arrive? Est-ce qu'on pense que Trump sera assez fort pour le dissuader de faire ça? C'est ça qui m'inquiète, qui m'empêche de dormir la nuit. Il faut bien qu'il y ait une manière prudente, délicate, pour les Chinois, les Russes, les Pakistanais, et pour tous ceux qui gardent la tête froide, de dissuader Netanyahou. Donnez-leur juste assez pour que Israël puisse gagner, exister dans ses frontières d'avant 67. Bon sang. Qu'ils aient au moins ça. Mais qu'on en finisse avec ce rêve du grand Israël et qu'on essaye de calmer ces chrétiens sionistes et ces sionistes, enfin tout cela, qui ne supportent pas l'idée qu'Israël ne peut pas revenir en arrière et refaire ce qui est écrit à la page 67 de leur Bible. Vous savez, l'ancien grand Israël. Les Bibles sont des Bibles. Il y en a de toutes sortes, et moi j'en ai une autre lecture. Je ne pense pas que Yahvé était un promoteur immobilier distribuant des petits bouts de terre à différents peuples, et je ne crois pas qu'il préfère un peuple élu plutôt qu'un autre. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit un il, à vrai dire. Je pense que la pire insulte qu'on puisse faire à l'être suprême, c'est de le façonner à notre image, en termes humains, et de lui prêter des qualités masculines ou féminines qu'il dépasse complètement. Mais il a autant de qualités, de belles qualités, de traits féminins admirables, qu'il en a de masculins. Donc, Dieu Tout-Puissant, s'il existe, n'est pas comme Exet se l'imagine, n'est-ce pas? Et il y a de l'espoir. Les gens commencent à se réveiller et à se demander, enfin, pourquoi Trump est-il allé se disputer avec le pape, bon sang? Pourquoi Hegseth, un nouveau catholique, du même genre de catholique que moi, conteste-t-il le pape sur des questions théologiques? Mon Dieu, franchement. Plus sérieusement, 55% des catholiques ont voté pour Trump la dernière fois. Très bien. Il a besoin du vote catholique. Il s'en moque ou quoi? Les élections de mi-mandat approchent. Est-ce qu'il s'en fiche complètement? Peut-être. Est-ce qu'il a autre chose en tête? Est-ce qu'il compte mobiliser l'immigration, la garde nationale, voire même l'armée, pour protéger les bureaux de vote et s'assurer que le résultat ne soit pas celui qu'il devrait être si tout se passait légalement? Je n'en sais rien, mais l'idée qu'il puisse aller jusque-là me préoccupe énormément. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi il ne semble pas se soucier de perdre le vote catholique, ou de se disputer avec le pape, ou encore de se couper des jeunes qui ne soutiennent plus Israël quoi qu'il arrive. Tout ça m'inquiète encore davantage.
Et je pense que c'est le principal défi à court terme que nous avons dans ce pays, faire en sorte que ça n'arrive pas. Donald Trump gonna go to China on May. Donald Trump va se rendre en Chine le 15 mai et il essaie de se créer une forme de levier avant ce voyage en utilisant le dossier iranien. Je ne vois pas le gouvernement iranien disposé à l'aider à sauver la face dans la situation actuelle à laquelle il est confronté. Selon vous, quelle pourrait être la porte de sortie pour Donald Trump, de manière à ce qu'il ne soit pas trop influencé par l'image de la guerre au Moyen-Orient avant d'aller en Chine, pour essayer de trouver, disons, un certain équilibre entre les États-Unis et la Chine dans ses discussions avec Xi? Balance between the United States and China talking with Xi. Nima, there's many a slip between cup and... Eh bien, Nima, entre la coupe et les lèvres, il peut se passer bien des choses. C'est dans environ 3 semaines, non? Appelle-moi sceptique, mais je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour. Et si la situation reste aussi tendue qu'elle l'est maintenant, je ne pense pas que ça se fera. Alors, laisse-moi te donner une petite analyse de psychologie amateur sur Trump et la Chine. Tu te souviens? Je crois que c'était les 1er, 2 et 3 septembre de l'an dernier. La victoire en Asie, la victoire sur le Japon, les Chinois, les Russes, et tout le monde célébrait ça en grande pompe. 50 chefs d'État, toutes sortes de délégations, un immense défilé. Et qui n'était pas là? Trump. Trump n'était pas là. Et tu sais, j'ai remarqué un changement dans son attitude à partir de ce moment-là. Quand il a vu ça, il s'est un peu dit « Waouh, tout est en train d'aller dans cette direction. » Et en plus, il n'avait même pas été invité, bon sang. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il devait faire quelque chose, mais quoi? Et là, Israël arrive en disant « On va te montrer comment affirmer ta puissance. L'Iran ne doit surtout pas avoir l'arme nucléaire. Alors suis notre exemple. On attaque samedi. On a prévenu Rubio, il va te le dire. » Bref, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense que Trump sent bien le basculement vers la Chine. Et lui aussi veut aller à Pékin. C'est un peu tard, 1 an ou 10 mois trop tard. Mais il irait et il parlerait avec Xi, qui est un maître diplomate. Et Xi ne va pas lui laisser beaucoup de marge là-dessus. Surtout si des forces navales américaines ou des unités spéciales descendent en parachute sur des navires qui font du commerce entre l'Iran et la Chine. Donc d'une certaine façon, si Trump tient vraiment à cette visite, ça pourrait le dissuader d'attaquer des navires battant pavillon chinois ou iranien qui commercent avec la Chine. Mais à mon avis, c'est plutôt un vœu de la part de Trump, l'envie d'y aller. Xi ne va pas lui dire non, ne viens pas, parce qu'il y a une chance que ça ait une influence sur Trump. Le point important, Nima, c'est que depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai remarqué quelque chose. C'est presque exactement comme... Enfin, je ne vais pas compter les années. En 1963, à la CIA, mon tout premier dossier portait sur le conflit sino-soviétique. Ils se tiraient dessus de part et d'autre de leurs frontières fluviales. La Chine revendiquait 1 600 000 km² de Sibérie, pris selon elle par des traités inégaux. Historiquement, c'était vrai. Oui, c'était vrai. C'était complètement fou. Ils se disputaient le leadership de ce qu'on appelait alors le mouvement communiste, non? Et moi, je me suis vraiment amusé à essayer de convaincre les gens que c'était réel, d'accord? Qu'ils n'inventaient rien, que c'était bel et bien vrai, d'accord? Puis quand j'ai vu la situation évoluer, juste au moment où je quittais l'agence, à la fin des années 80, il y a eu un tournant. Une direction plus éclairée, en Russie comme en Chine. Et je me suis dit, vous savez quoi? On n'a pas besoin de se désarmer avec toute l'attention qu'on y consacre. Allons-y, battons-nous. Rassemblons-nous et voyons si nous pouvons être forts face aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, je vois le résultat de cette idée. Prenons un exemple.
En 1964, le commerce total entre l'Union soviétique et la Chine s'élevait à 200 millions de dollars. Commerce total, d'accord? L'an dernier, il dépassait les 200 milliards. Alors je ne suis pas vraiment un as en mathématiques, mais on m'a dit que c'était une énorme augmentation. Et ce n'est qu'un signe parmi d'autres de la façon dont la Chine et la Russie se complètent très bien dans ce qu'elles apportent chacune. Les Russes peuvent facilement compenser le pétrole que la Chine ne recevra pas d'Iran pour le moment. Pas à long terme, ils finiront par en souffrir, mais pour l'instant, oui. Et j'espère que ce « pour l'instant » prendra fin assez vite. Ray, l'OTAN vit quelque chose de nouveau au Moyen-Orient. Quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, même en comparaison avec la guerre en Ukraine. On avait déjà eu des désaccords à propos de l'Ukraine depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis entre les Européens et les Américains. Mais la division qui se produit aujourd'hui au Moyen-Orient est d'une autre ampleur. Donald Trump avait désespérément demandé aux Européens de participer dans le détroit d'Ormuz, d'aider à l'ouvrir, et ils ont dit non à Donald Trump. Ils l'ont aidé sur le plan de la défense, avec des radars, des bases, tout ce qu'il fallait pour protéger Israël. Mais quand il s'est agi de passer à l'offensive, ils ont dit non à Donald Trump dans le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, Donald Trump, il y a une liste qui circule, qui divise les pays de l'OTAN en deux catégories, les mauvais et les bons. Les mauvais, ce sont des pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou la France, qui ne l'ont pas aidé. Et les bons, ce sont la Pologne, la Roumanie et les pays baltes qui l'ont soutenu. Quelle est selon vous la situation de l'OTAN aujourd'hui? C'est vraiment une sorte de reflet à l'envers de ce que Donald Rumsfeld appelait la vieille Europe, non? La vieille Europe, c'était la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et la nouvelle Europe, c'était les pays juste à la frontière, la Pologne, la Tchécoslovaquie, enfin, la Tchécoslovaquie à l'époque, et les autres comme la Hongrie. C'est étrange parce que l'OTAN vient pratiquement de se désagréger. L'Union européenne, elle, est devenue un sujet de moquerie pour l'ambassadeur russe à l'ONU. Et il faut dire qu'il n'a pas tout à fait tort, du point de vue de la politique étrangère. Ces gens-là sont tournés en ridicule parce qu'ils ne connaissent même pas leur propre histoire, entre autres choses. Alors les Européens, je pense, sont maintenant obligés de développer une vision plus réaliste de la situation. Au dernier sommet de l'OTAN, ce type, le nouveau secrétaire général Rutte, Mark Rutte. d'accord, il attendait que Trump arrive. Quand Trump est finalement entré un peu plus tard, c'était « Oh, merci mon Dieu, papa est là, tout va s'arranger. » Eh bien, ce papa s'est révélé être un père indigne. D'accord? Pas de pension, pas de soutien, rien du tout. En fait, il a même osé critiquer sans aucune raison les pays de l'OTAN parce qu'il ne l'aurait pas aidé dans le pétrin qu'il a lui-même provoqué dans le détroit d'Ormuz. Faut pas exagérer. Franchement, il s'attendait vraiment à ce que ces pays puissent intervenir alors que la marine américaine n'y est pas parvenue. Si j'étais européen, je regarderais ça en me disant « Eh bien, l'OTAN, c'est fini. C'est fini. » D'ailleurs, Marco Rubio n'a même pas pris la peine de venir à la dernière réunion ministérielle de l'OTAN. Qu'est-ce que ça te dit? Donc non seulement l'OTAN, c'est fini, mais en plus, papa ne paie même plus ses dettes. Et le prochain sommet est censé se tenir en Albanie. Depuis le dernier, je dis que je ne pense pas que ça aura lieu, parce que ça ne ferait que montrer les fissures au sein de l'OTAN, au lieu de l'unité dont ils ont vraiment besoin. Et j'espère que malgré tout ce bellicisme et tout cet entretien de leur complexe militaro-industriel, quand ils se rendront compte qu'ils n'ont pas l'argent pour faire tout ça, quand plusieurs de leurs dirigeants perdront leur poste, les peuples européens seront assez lucides pour faire le lien et se demander « Attendez une seconde, pourquoi faudrait-il croire ce que Joe Biden raconte,
sur les affreux Russes. Joe Biden says about the terrible Russians? I mean, you may recall his last inaugural. Je veux dire, vous vous souvenez peut-être de sa dernière investiture. Moi, je me souviens très bien. Enfin bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit vraiment que Poutine s'arrêterait en Ukraine et qu'il n'irait pas ensuite en Pologne ou dans les pays baltes? Quelqu'un dans cette salle? Eh bien, mon Dieu, il n'y a pas la moindre preuve que Poutine ait ça en tête. En réalité, il s'est déjà arrêté. Comme je l'ai dit auparavant, il s'est arrêté en avril, 6 semaines après avoir lancé son offensive en Ukraine. Ils avaient un accord, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, on réglerait le reste plus tard, et on aurait un cessez-le-feu. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont dit non, non, nous voulons affaiblir la Russie. Alors vous les Ukrainiens, faites ce qu'on vous dit, et on vous soutiendra aussi longtemps qu'il le faudra. Et moi je les plains, parce que maintenant, c'est aussi longtemps qu'il le faudra. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent se débarrasser de leur direction totalement corrompue. Et les Européens aussi doivent se débarrasser de leur direction totalement corrompue. Regardez Starmer. Bon sang, dans quelle situation il est. Je ne sais même pas s'il a déjà démissionné aujourd'hui, pour tout dire. Je pense qu'il est vraiment sur le point de partir. Et puis, vous savez, Scholz, Macron, enfin ces types-là, comme on disait dans le Bronx, ils sont à bout de souffle. Et ils sont sur le départ. Ce que j'espère, c'est que les élites américaines et européennes, les gens des journaux qui dépendent tellement de l'argent qu'ils reçoivent des grandes entreprises, finiront par se dire, eh bien, finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose que l'OTAN n'existe plus. Parce que peut-être que dans ce cas, on n'aurait pas besoin de dépenser autant d'argent, ni de sacrifier les programmes sociaux, ceux qui rendaient la vie si agréable chez nous, dans ces pays. Et peut-être que tout ça, au fond, c'est parce qu'on devrait au moins parler avec les Russes. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de faire ce que Joe Biden nous a dit qu'ils voulaient faire. D'ailleurs, est-ce qu'ils se sont vraiment arrêtés à l'Ukraine? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc je pense qu'il y a de l'espoir. En d'autres termes, je dirais que c'est plutôt une bonne chose que l'OTAN soit en train de se désagréger. La seule chose qui rendrait ça mauvais, ce serait si la menace russe de prendre le reste de l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes était réelle. Mais elle ne l'est pas. C'est faux. C'est de l'intox, si vous me permettez l'expression. Oui, Ray, avant de conclure, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine. Comment tu vois la situation là-bas? Est-ce que tu penses, avec la guerre au Moyen-Orient qui devient de plus en plus complexe, je ne sais pas si tu prévois une sorte d'escalade majeure avec le nouveau porte-avions envoyé dans la région, mais en mettant ça de côté, selon toi, comment la guerre au Moyen-Orient a-t-elle influencé le conflit en Ukraine? Eh bien, il y a un point technique assez simple concernant les armes. Avant, on donnait toutes nos armes en surplus à l'Ukraine. Maintenant, on les envoie à Israël, où on les utilise un peu partout. Le vrai problème, c'est de savoir qui va manquer de missiles en premier. Et tout indique que les Iraniens, eux, ne manquent pas d'armes. Exactement comme les Russes, qui ne manquaient pas d'armes en 2022, quand la directrice du renseignement national a dit au président Biden que les Russes étaient à court de munitions en Ukraine et qu'ils n'avaient aucune capacité locale pour remplacer les armes qu'ils laissaient sur le champ de bataille. Ah, on les tient, on les tient. Et puis, 2 mois plus tard, le patron de la CIA, Bill Burns, dit au président « Poutine a déjà perdu ». Allez dire au monde que Poutine a déjà perdu. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une situation différente. Et j'espère simplement que les gens vont retrouver un peu de bon sens et se dire
Écoutez, l'Ukraine, c'était une erreur, une grosse erreur. La Russie est en train de gagner inexorablement. Elle a les moyens d'en finir cette année, c'est sûr. Elle continue d'user l'adversaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire qu'ils veulent encore un accord plus large, d'accord? Ils ne veulent pas seulement repousser les Ukrainiens et les forces de l'OTAN jusqu'au Dniepr. Ils vont le faire, oui, mais pas trop vite, parce qu'ils veulent laisser la porte ouverte à un arrangement plus global, une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et c'est justement ça qui a déclenché toute cette guerre, d'accord? C'est ce que les Russes avaient proposé et qu'on leur a refusé. Et c'est ça qui a déclenché la guerre. Le secrétaire général de l'OTAN lui-même a dit que tout ça concernait l'OTAN, pas autre chose. Alors j'espère encore que les choses vont évoluer, que les Ukrainiens finiront par comprendre. Et il y a un signe d'espoir quand on entend Sergueï Lavrov dire, comme il l'a répété 2 fois ces dernières semaines, « Écoutez, la question ukrainienne est en pause. Nous voulons toujours travailler avec les États-Unis. Nous, les Russes, voulons collaborer avec les États-Unis pour établir une architecture de sécurité, pour parvenir à des accords définitifs afin que ça ne se reproduise plus. D'accord? Mais il a ajouté, il faut d'abord s'occuper de l'Iran. D'accord? Donc voilà ce qu'on fait en ce moment. On s'occupe d'abord de l'Iran. Et moi, je parie que l'usure dans le reste du Donbass, il n'en reste plus grand-chose, va continuer. Je doute qu'ils lancent une grande offensive. Ils n'en ont pas besoin, d'accord? Ils ménagent leurs propres troupes et vous savez, ils ne détruisent pas les villes comme d'autres pays ont tendance à le faire. Donc je vois un nouvel espoir pour une résolution en Ukraine. Mais cela exigera d'éliminer certains des nazis dans ce gouvernement, voire peut-être tous. Et comme tu t'en souviens, Nima, c'était le double objectif que Poutine avait annoncé dès le départ. La démilitarisation, c'est-à-dire se débarrasser de leur armée, et la dénazification, c'est-à-dire éloigner ceux qui gouvernent à Kiev de cette idée qu'ils peuvent agir comme les nazis l'ont fait, surtout vis-à-vis de la très grande population russophone. Oui, merci beaucoup Ray d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir Nima, merci pour l'invitation, merci à vous. Merci.